Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Pour la première fois quasiment depuis le début de la crise du coronavirus il y a un mois et demi, la manchette d'un quotidien israélien n'est pas ce matin consacrée à l'épidémie et à ses diverses répercussions. En effet, ce matin, le Israël Hayom a décidé de lâcher du lest, si l'on peut dire. Il mentionne bien entendu les dernières mesures d'allègement et la manière dont elles seront mises en application, par exemple dans les jardins et les centres commerciaux et dans les centres de musculation. Mais ce matin, dans le cadre de cet effort de retour à la normale, la manchette du quotidien gratuit est consacrée ce matin à l'instauration de la souveraineté israélienne sur les implantations juives de Judée et de Samarie et sur la vallée du Jourdain, et à une déclaration de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, à ce sujet. Nous nous préparons à une reconnaissance dans les toutes prochaines semaines, a-t-il affirmé, en soulignant que les États-Unis sont prêts pour une telle reconnaissance et que désormais la décision appartient uniquement à Israël. Dans une interview à Ariel Kahn à l'occasion du second anniversaire de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël par l'administration Trump, David Friedman explique que la procédure de repérage et de cartage effectuée ces derniers mois par l'administration américaine va se terminer durant ces quelques prochaines semaines. Dans cet entretien, l'ambassadeur revient sur le plan Trump et affirme que c'est le meilleur plan pour Israël, et il rappelle le lien existant entre Bethel, Hebron et le peuple juif et son histoire. En marge des extraits de cette interview dont l'intégralité paraîtra demain, le Israël Hayom répercute en pages 2 et 3 des accusations selon lesquelles la compagnie aérienne iranienne appartenant aux gardiens de la révolution, Man Air, aurait propagé le virus du corona au Moyen-Orient, une accusation portée hier par la BBC dans une enquête télévisée qui a été donc diffusée hier soir. Comment a-t-elle fait, cette compagnie aérienne? Tout simplement en faisant voyager sur ses vols vers certaines destinations au Moyen-Orient des malades qui étaient positifs et qui donc se sont mêlés après leur arrivée à la foule. Cette accusation incroyable nous permet de faire un lien avec un autre développement lié à l'Iran, puisque les quotidiens israéliens et les sites d'information citent ce matin de hauts responsables de la sécurité nationale israélienne qui affirment clairement que les forces iraniennes commencent à se retirer du territoire syrien. Une information qui est intervenue quelques heures après ce qui semble être un très massif raid aérien israélien contre des positions pro-iraniennes près d'Alep, dans le nord de la Syrie. Un raid qui aurait fait 14 morts parmi les forces des milices iraniennes stationnées sur place. C'est la 6e attaque de ce type en un mois. Quelles sont les raisons essentielles d'un retrait iranien progressif de la Syrie? D'abord, l'épidémie du coronavirus qui touche durement l'économie iranienne. Ensuite, la disparition de Qassem Soleimani, mais aussi et surtout donc la multiplication de ces attaques imputées à Israël contre les forces pro-iraniennes en Syrie. Même le Yediot Aharonot de ce matin consacre sa manchette à un développement autre que l'épidémie en Israël. Le grand quotidien lui a choisi d'accorder ce matin sa priorité aux tractations entre Israël et le Hamas en vue d'un échange entre les corps des soldats Oron Shaul et Hadar Goldin, les deux civils Abiram Mengistu et Hicham Assued, et de l'autre côté, les terroristes du Hamas détenus par Israël. Le Yediot Aharonot cite dans sa manchette un journal allemand, Die Welt, qui affirme ou confirme les tractations et révèle que, outre l'Égypte, qui est déjà impliquée depuis de longues dates donc dans les tractations, la Suisse et l'Allemagne font objet de médiatrices dans ce délicat dossier. Le journal cite également David Medan, qui fut l'un des médiateurs dans le marché de la libération de Gilad Shalit en octobre 2011. Il existe actuellement une réelle opportunité de conclure un marché. C'est le meilleur timing de ces 5 dernières années, affirme-t-il. Mais cette information se heurte à un développement sur le terrain intervenu durant la nuit, qui est mentionné en évidence ce matin dans le site d'information du Maariv et sur le site Ynet pour la première fois depuis plus d'un mois. Une roquette palestinienne a été tirée à partir de la bande de Gaza vers la région d'Eshkol, dans le pourtour, sans faire de dégâts, mais l'armée n'a pas tardé à lancer une riposte contre des positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Est-ce que ce léger regain de tension sera de nature à modifier le climat d'optimisme concernant un marché d'échange de prisonniers? Difficile à affirmer ce matin. Un mot de politique, les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin des mises en garde du Likoud à la Cour suprême, une cour dont on attend pour aujourd'hui ou demain le verdict dans les deux questions
clés qui ont été soumises. Est-ce que M. Netanyahou peut former un gouvernement alors qu'il est inculpé? Est-ce que les termes de l'accord de coalition conclu entre le Likoud et Bleu-Blanc sont constitutionnels? La réponse du Likoud figure en 1 et en page 2 du Israël Hayom. Si Binyamin Netanyahou est invalidé ou bien si le statut de Premier ministre par alternance n'est pas reconnu par la Cour, alors nous irons vers de nouvelles élections. Une menace qui fait bondir l'éditorialiste central et anonyme du Haaretz de ce matin qui reproche à Netanyahou, je cite, de se croire au-dessus de la loi. Et cet éditorialiste espère, je le cite, que le poison distillé chaque jour par Netanyahou n'empêchera pas la Cour suprême de juger uniquement en fonction de la loi et de son appréciation propre. Fin de citation de cet éditorial du Haaretz. Les quotidiens soulignent également que c'est aujourd'hui que la Knesset doit voter en seconde et troisième lecture cet accord de coalition et la loi de rotation. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle si Yamina rejoindra la coalition gouvernementale, mais ce que l'on sait, c'est que si la Cour suprême valide M. Netanyahou, alors ce dernier recevra, selon la loi, le soutien de plus de 61 députés et se verra donc probablement demain confier le mandat pour former un gouvernement dans les 2 prochaines semaines. Et les analystes politiques font remarquer que finalement, ce gouvernement d'urgence nationale qui devait combattre le coronavirus, eh bien, sera formé après la bataille sanitaire, puisque les données réactualisées sont toujours encourageantes en Israël. Ce qui nous conduit naturellement, mais cette fois vers la fin de cette revue de la presse, à nous pencher sur les répercussions des mesures de sortie de crise du coronavirus annoncées avant-hier soir, par Binyamin Netanyahou et par plusieurs ministres du gouvernement. Le Yediot Ahronoth insiste en première page sur les difficultés inhérentes à la réouverture partielle des crèches, des classes de maternelle partielle, parce que les enfants ne se rendront dans ces classes que 3 jours par semaine en alternance, ce qui va compliquer la vie de leurs parents qui aspirent peut-être à reprendre leur travail, des parents qui ne cachent pas leur mécontentement. Quant à Israël Hayom, il explique qu'Israël apprend à vivre avec la normalité du corona. Les Israéliens sortent de chez eux et pour la première fois depuis plusieurs semaines, on a assisté hier à des embouteillages sur certaines autoroutes du pays. Les parcs nationaux doivent ouvrir aujourd'hui, mais cela semble préoccuper le professeur Ran Balitzer, qui est le chef des services de santé publique à la Coupatrolim Clalit, qui s'inquiète d'une forme de nonchalance de la part des Israéliens qui risque de provoquer une seconde vague de contamination. Et puis ce matin, le Maariv et le Israël Hayom annoncent que pour la première fois depuis plus d'un mois, des fidèles qui n'habitent pas la vieille ville de Jérusalem ou le quartier juif ont été autorisés hier à se rendre sur l'esplanade du mur occidental du Kotel Amaravi. La Fondation pour le Kotel a pris ses dispositions pour accueillir ensemble quelques 300 fidèles qui pourront prier dans des espaces séparés conformément aux directives d'hygiène et d'espacement. Il faut souligner que pendant plusieurs semaines, y compris durant la fête de Pessah, seules 2 personnes, et qui plus est des habitants du Rova, du quartier juif, pouvaient se trouver ensemble sur l'esplanade du mur occidental. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.